1914. Les grandes puissances européennes sont divisées en deux alliances rivales. La Triple Entente, la France, le Royaume-Uni et la Russie, unis par la peur et la suspicion à l'égard de l'Allemagne, la nouvelle puissance la plus forte d'Europe. Et la Triple Alliance, l'Allemagne, qui craint d'être encerclée par ses rivaux, l'Autriche-Hongrie, accrochée à un empire fragile, et l'Italie, cherchant des gains aux dépens de la France. L'étincelle jaillit le 28 juin dans la ville de Sarajevo. L'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, est assassiné par un nationaliste slave de 19 ans nommé Gavrilo Princip. L'Autriche-Hongrie accuse sa rivale des Balkans, la Serbie, d'avoir aidé l'assassin et lui envoie un ultimatum exigeant des concessions humiliantes. La Serbie rejette l'ultimatum et l'Autriche-Hongrie déclare la guerre. En quelques heures, les forces autrichiennes bombardent Belgrade. Le tsar russe Nicolas II se sent tenu par l'honneur de défendre la Serbie, nation slave, et ordonne à l'armée russe de se mobiliser. L'empereur allemand Guillaume II a promis son soutien à l'Autriche-Hongrie. Lui et ses généraux considèrent le conflit avec la Russie comme inévitable. Et le plus tôt sera le mieux, à mesure que la force russe grandit d'année en année. La mobilisation russe est utilisée pour justifier la mobilisation allemande, suivie d'une déclaration de guerre à la Russie. L'Allemagne sait qu'une guerre avec la Russie signifie une guerre avec l'allié de la Russie, la France. Elle a élaboré le plan Schlieffen pour faire face à cette menace de guerre sur deux fronts. Premièrement, ses armées avanceront rapidement à travers la Belgique neutre pour encercler et détruire les armées françaises près de Paris et remporter une victoire rapide. Ces forces pourront alors se déplacer vers l'Est pour faire face à la Russie, dont l'immense armée mettra beaucoup plus de temps à se mobiliser. L'Allemagne déclare alors la guerre à la France. 6 millions d'hommes partent désormais à la guerre à travers l'Europe. L'Italie reste cependant neutre. Les termes de la Triple Alliance ne l'obligent pas à se joindre à une guerre offensive. Les États-Unis déclarent également leur neutralité. Le président Wilson et l'opinion publique américaine n'ont aucune envie de se laisser entraîner dans la guerre européenne. Le Royaume-Uni est l'allié de la France. Mais au début, il n'est pas clair si elle se joindra à la guerre contre l'Allemagne. Mais lorsque les troupes allemandes envahissent la Belgique, dont le Royaume-Uni garantit la neutralité, un ultimatum est envoyé de Londres à Berlin exigeant leur retrait. Cela est ignoré et le Royaume-Uni déclare la guerre. Un corps expéditionnaire britannique débarque en France, tandis que l'invasion allemande est retardée pendant des jours cruciaux par la résistance belge dans la ville forteresse de Liège. Les troupes allemandes commettent plusieurs massacres contre les civils belges. Les atrocités sont gonflées par la propagande alliée et contribuent à retourner l'opinion publique des pays neutres contre l'Allemagne. La France, ignorant la grande attaque encerclée de l'Allemagne, lance le plan 17, une offensive sur le territoire allemand. Mais lors de la bataille des frontières, ils sont repoussés avec d'énormes pertes des deux côtés. Le corps expéditionnaire britannique affronte l'armée allemande à Mons. Mais les Britanniques sont largement en infériorité numérique et rejoignent bientôt les Français dans la retraite. Les Alliés prennent position au bord de la Marne, à 65 km de Paris. Leur contre-attaque désespérée sauve la ville et repousse les Allemands. Les deux camps subissent 250 000 de victimes. La course à la mer commence alors que les deux camps tentent de se déborder vers le nord. Une série d'affrontements mène à la première bataille d'Ypres, où les Alliés s'accrochent désespérément et empêchent une percée allemande. Les pertes sont encore plus lourdes des deux côtés. Les deux armées se retranchent ensuite sur tout le front de 563 km, cherchant un abri contre les tirs meurtriers de mitrailleuses et d'obus d'artillerie. La guerre des tranchées a commencé.
Les navires de guerre britanniques remportent la première bataille navale de Heligoland, coulant 3 croiseurs allemands. Le Royaume-Uni possède la marine la plus puissante du monde, 29 cuirassés modernes contre 19 pour l'Allemagne. Ils imposent désormais un blocus naval à l'Allemagne, empêchant les marchandises de contrebande, y compris la nourriture, d'y parvenir par voie maritime. L'objectif est de mettre l'économie allemande à genoux et de la forcer à capituler. Mais une semaine plus tard, le croiseur britannique HMS Pathfinder devient la première victime de l'histoire d'une nouvelle arme mortelle, la torpille lancée depuis un sous-marin. Les sous-marins allemands, ou U-Boats, ont une portée en surface de 14 480 km et peuvent attaquer sans être détectés sous les vagues. Ils annoncent un nouveau défi mortel pour la maîtrise britannique des mers. Sur le front de l'Est, les armées russes envahissent la Prusse orientale. Mais ils échouent lors de la bataille de Tannenberg, où le général von Hindenburg et son chef d'état-major Erich Ludendorff organisent une brillante victoire allemande, faisant 90 000 prisonniers et détruisant toute une armée russe. Les Russes contribuent à leur propre défaite en transmettant des messages sans fil non codés. Une deuxième victoire allemande massive au lac de Masuri oblige les Russes à battre en retraite. En seulement 6 semaines, l'armée russe subit près d'un tiers de millions de victimes. Pendant ce temps, l'invasion de la Serbie par l'Autriche-Hongrie subit un revers humiliant lors de la bataille de Tser. L'offensive austro-hongroise contre la Russie se solde elle aussi par un désastre et une retraite, avec la perte de plus de 300 000 hommes. La ville forteresse de Przemyśl est isolée et assiégée par les Russes. Les Allemands sont contraints de venir à la rescousse en lançant une attaque de diversion vers Varsovie. Cela conduit à des semaines de combats hivernaux brutaux autour de la ville polonaise de Łódź, mais il n'y a pas de vainqueur clair. Pendant ce temps, l'Empire ottoman turc a rejoint les puissances centrales, déclarant la guerre à son vieil ennemi, la Russie. Les navires de guerre turcs bombardent les ports russes d'Odessa et de Sébastopol, tandis que dans le Caucase, les troupes russes franchissent la frontière turque. Au-delà de l'Europe, la guerre fait rage sur les océans du monde et dans les colonies européennes les plus reculées. Les troupes allemandes pénètrent en Afrique orientale britannique, le Kenya moderne, et occupent Taveta. Tandis que les forces alliées s'emparent de la colonie allemande du Togoland, le Togo moderne. Mais les forces britanniques, envahissant le Cameroun allemand, sont vaincues à Garoua et à Nsanakang. Tandis qu'une force de 3000 hommes attaquant le sud-ouest africain allemand, l'actuelle Namibie, est capturée à Sainte-Fontaine. Un mois plus tard, les débarquements britanniques à Tanga se terminent par le chaos et la défaite face à une force allemande beaucoup plus petite, dirigée par le colonel Lettow Vorbeck. Coupé de l'Allemagne, Lettow Vorbeck mène ensuite une guérilla très réussie contre les Alliés, immobilisant un grand nombre de troupes. En Asie, le Japon honore son traité avec le Royaume-Uni et déclare la guerre à l'Allemagne. Les forces japonaises s'emparent de la base navale allemande de Qingdao. Les colonies allemandes de Samoa et de Nouvelle-Guinée se rendent aux troupes de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Mais dans le Pacifique, au large des côtes chiliennes, la puissante escadre de l'Extrême-Orient de l'amiral allemand von Spee coule 2 croiseurs britanniques lors de la bataille de Coronel. Les 2 navires sont perdus avec tous ceux à bord. 5 semaines plus tard, ils rencontrent une force opérationnelle navale britannique aux îles Malouines. 4 de ces 5 croiseurs allemands sont coulés. Von Spee tombe avec son vaisseau amiral. Au Moyen-Orient, les troupes britanniques prennent le contrôle du port ottoman de Bassora, garantissant ainsi l'accès au pétrole persan vital qui alimente la flotte britannique.
Cet hiver-là, les troupes autrichiennes s'emparent enfin de Belgrade. Mais les Serbes contre-attaquent alors et les repoussent une fois de plus. Les combats en Serbie ont déjà fait environ 200 000 victimes de chaque côté. Dans la mer du Nord, les navires de guerre allemands lancent un raid éclair contre les villes côtières anglaises, bombardant Hartlepool, Whitby et Scarborough et tuant plus d'une centaine de civils. Sur le front occidental, les Français lancent leur première grande offensive contre les lignes allemandes. Mais la bataille de Champagne entraîne de petits gains au prix de 90 000 victimes. Dans le Caucase, une offensive ottomane à travers les montagnes en plein hiver se termine par un désastre à Sarıkamış. Les pertes turques s'élèvent à 60 000 personnes, dont beaucoup sont mortes de froid. Sur le front occidental, le premier Noël est marqué dans certains secteurs par une courte trêve et des matchs de football dans le No Man's Land, la zone de massacre située entre les tranchées. Janvier 1915. La Première Guerre mondiale n'a duré que 5 mois et déjà, environ 1 million de soldats sont tombés. Une guerre qui a commencé dans les Balkans a englouti une grande partie du monde. Les puissances centrales, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman combattent les Alliés. La Grande-Bretagne, la France, la Russie, la Serbie et Monténégro, la Belgique et le Japon. En Pologne et dans la Baltique, l'armée russe a subi une série de défaites massives, mais continue de combattre les forces allemandes et austro-hongroises. Les troupes austro-hongroises ont également subi d'énormes pertes et sont humiliées par leur échec à vaincre la Serbie. Dans les montagnes du Caucase, les forces russes et ottomanes s'affrontent dans des conditions hivernales glaciales. Sur le front occidental, les troupes françaises, britanniques et belges sont retranchées face aux Allemands, dans des tranchées s'étendant de la Manche à la Suisse. Dans le cadre de la première campagne de bombardement stratégique au monde, l'Allemagne envoie 2 dirigeables géants, connus sous le nom de Zeppelin, pour bombarder la Grande-Bretagne. Ils frappent les ports de Kingsland et de Great Yarmouth, endommageant des maisons et tuant 4 civils. En mer, lors de la bataille de Dogger Bank, la marine britannique coule un croiseur allemand, mais le reste de l'escadre allemande s'échappe. Le contrôle des mers a permis à la Grande-Bretagne d'imposer un blocus naval à l'Allemagne, empêchant les approvisionnements vitaux, y compris la nourriture, d'atteindre le pays par voie maritime. L'Allemagne riposte désormais par son propre blocus. Elle déclare les eaux autour des îles britanniques zone de guerre, où ses sous-marins attaqueront les navires marchands alliés sans avertissement. La Grande-Bretagne dépend des produits alimentaires apportés pour nourrir sa population. L'Allemagne envisage de l'affamer pour qu'elle se rende. Sur le front Est, le maréchal allemand von Hindenburg lance une offensive hivernale et inflige une nouvelle défaite massive à l'armée russe lors de la deuxième bataille des lacs de Masuri. Les Russes perdent jusqu'à 200 000 hommes, dont la moitié se rendent dans un hiver glacial. Les Russes ont plus de succès contre l'Autriche-Hongrie. La ville de Przemysl tombe après un siège de 4 mois, rapportant aux Russes 100 000 prisonniers. Les pertes totales de l'Autriche-Hongrie atteignent désormais 2 millions. Pendant ce temps, les Britanniques et les Français envoient des navires de guerre aux Dardanelles pour menacer Constantinople, capitale de l'Empire ottoman turc. Ils pensent qu'une démonstration de force entraînerait rapidement la capitulation de la Turquie. Ils bombardent les forts côtiers turcs, dans les détroits restreints, mais 3 cuirassés sont coulés par des mines et 3 autres endommagés.
l'attaque est annulée. Sur le front occidental, les Britanniques attaquent à Neufchâtel, mais l'avancée est bientôt stoppée par les barbelés et les mitrailleuses allemandes. Les unités britanniques et indiennes subissent 11 000 pertes, soit environ un quart de la force attaquante. 6 semaines plus tard, lors de la deuxième bataille d'Ypres, les Allemands attaquent pour la première fois au gaz toxique sur le front occidental. Un nuage de chlore gazeux mortel oblige les troupes alliées à abandonner leurs tranchées, mais les Allemands ne disposent pas de réserves suffisantes pour exploiter cet avantage. Les soldats des deux camps reçoivent rapidement des masques à gaz rudimentaires alors que commence une course aux armements chimiques. Les Alliés débarquent des troupes terrestres au Cap L, dont des hommes des corps d'armée australiens et néo-zélandais, les Anzac. Leur objectif est de détruire les forts côtiers, qui empêchent les navires de guerre alliés d'atteindre Constantinople. Mais ils rencontrent immédiatement une farouche résistance turque et sont bloqués près du rivage. La veille du débarquement, l'Empire ottoman entame la déportation et le meurtre systématique des Arméniens de souche vivant à l'intérieur de ses frontières. Les Arméniens constituent une minorité ethnique et religieuse longtemps persécutée, soupçonnée de soutenir les ennemis de la Turquie. Des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont transportés dans le désert syrien et laissés pour morts. Au total, plus d'1 million d'Arméniens périssent. Les Alliés condamnent ces événements comme un crime contre l'humanité et la civilisation et promettent d'en tenir pénalement responsables les auteurs. À ce jour, le gouvernement turc conteste le nombre de morts et le fait que ces événements constituent un génocide. Sur le front Est, une offensive conjointe germano-austro-hongroise en Galice perce les défenses russes, reprenant Chimichul et faisant 100 000 prisonniers. C'est le début d'une avancée régulière contre les forces russes. En mer, le paquebot britannique Lusitania, naviguant de New York à Liverpool, est torpillé par un sous-marin allemand au large des côtes irlandaises sans sommation. 1198 passagers et membres d'équipage périssent, dont 128 Américains. Le président américain Woodrow Wilson et le public américain sont indignés. Mais l'Allemagne insiste sur le fait que le paquebot était une cible légitime, puisque les Britanniques l'utilisaient pour transporter du matériel militaire. En mai, les Alliés lancent la deuxième bataille de l'Artois, dans le but de percer les lignes allemandes. Les Français lancent l'attaque principale sur la crête de Vimy, tandis que les Britanniques lancent des attaques de soutien sur la crête d'Aubert et à Festubert. Les Alliés subissent 130 000 pertes et n'avancent que de quelques milliers de mètres. Cet été-là, au-dessus du front occidental, le Fokker-Eindecker aide l'Allemagne à prendre le contrôle des airs. C'est l'un des premiers avions dotés d'une mitrailleuse capable de tirer vers l'avant grâce à une nouvelle invention connue sous le nom d'engrenage à interrupteur. Les paires d'avions alliés augmentent rapidement, dans ce qui est désormais connu sous le nom de fléau Fokker. L'Italie, influencée par les promesses britanniques et françaises de gains territoriaux aux dépens de l'Autriche-Hongrie, rejoint les Alliés et déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie, puis à l'Empire ottoman et à l'Allemagne. L'armée italienne lance son premier assaut contre les positions austro-hongroises le long du fleuve Isonzo, mais est repoussée avec de lourdes pertes. Pendant ce temps, les Alliés sont confrontés à une crise sur le front Est. Les Russes ont entamé une retraite générale, abandonnant la Pologne. Les troupes allemandes entrent dans Varsovie
le 5 août. Le tsar Nicolas II limoge le commandant en chef de l'armée, le grand-duc Nicolas, et prend personnellement le commandement. Cela s'avérera désastreux pour le tsar, car il sera de plus en plus étroitement lié à la défaite militaire russe. Dans les Dardanelles, les Alliés débarquent des renforts dans la baie de Suvla, mais ni eux, ni une série de nouvelles attaques des Anzacs ne parviennent à sortir de l'impasse. Les conditions sont terribles pour les deux parties. Les troupes sont tourmentées non seulement par l'ennemi, mais aussi par la chaleur, les mouches et la maladie. Dans l'Atlantique, un sous-marin allemand coule le paquebot SS Arabic. 44 personnes sont perdues, dont 3 Américains. En réponse aux nouveaux avertissements américains, l'Allemagne met fin à toutes les attaques contre les navires à passagers. Sur le front occidental, les Alliés lancent la plus grande offensive de la guerre jusqu'à présent, destinée à briser le front et à soulager la pression exercée sur leur allié russe assiégé. Les Français attaquent lors de la 3e bataille de l'Artois et de la 2e bataille de Champagne. Les Britanniques, à l'aide de gaz toxiques, attaquent l'Osse. Malgré les gains initiaux, les attaques s'enlisent rapidement, avec d'énormes pertes de part et d'autre. Les troupes alliées débarquent à Salonique en Grèce pour ouvrir un nouveau front contre les puissances centrales et apporter de l'aide à la Serbie. Mais les Alliés arrivent trop tard. La Bulgarie rejoint les puissances centrales et leur offensive commune envahit la Serbie en 2 mois. Cet hiver-là, les restes de l'armée serbe s'enfuient à travers les montagnes albanaises. Leurs pertes sont horribles. À la fin de la guerre, 1/3 de l'armée serbe avait été tuée, la proportion la plus élevée de tous les pays. De violents combats se poursuivent sur le front italien, alors que les troupes italiennes lancent les 3e et 4e batailles de l'Isonzo. Les forces austro-hongroises, bien qu'afféroisées en nombre, sont retranchées sur les hauteurs et impossibles à déloger. Au Moyen-Orient, une avance britannique sur Bagdad est bloquée par les forces turques lors de la bataille de Ctésiphon, à 40 km au sud de la ville. Les Britanniques se replient sur Kout, où ils sont assiégés. Les Alliés abandonnent la campagne des Dardanelles. 83 000 soldats sont évacués secrètement sans alerter les forces turques. Pas un homme n'est perdu. C'est l'un des plans les mieux exécutés de la guerre. La campagne a coûté aux deux camps 250 000 de victimes. « 1915 est une mauvaise année pour les Alliés. D'énormes pertes, sans gain tangible. Mais il n'est pas question de paix. Au contraire, toutes les parties se préparent à des offensives encore plus importantes en 1916, avec de nouvelles tactiques développées à partir des échecs précédents. Toutes les parties croient toujours qu'une victoire décisive sur le champ de bataille est à portée de main. La Première Guerre mondiale était censée être une guerre courte et glorieuse. Mais en 1916, un nouveau type de guerre industrialisée avait fait grimper le nombre de morts à plusieurs millions sans qu'une fin soit en vue. Les blocus navals commençaient à provoquer des pénuries de nourriture et de carburant dans toute l'Europe, alors que des milliers de femmes étaient entrées sur le marché du travail, remplaçant par millions les hommes envoyés au combat. Toutes les parties se préparaient à une longue guerre. La guerre fait rage depuis 1 an et demi, alors que les Alliés continuent de combattre les puissances centrales, récemment rejointes par la Bulgarie.
En mer, les Britanniques maintiennent leur blocus naval de l'Allemagne, empêchant l'importation de nourriture et d'autres matières premières vitales. L'Allemagne a riposté en bloquant le Royaume-Uni par des sous-marins, mais doit limiter ses attaques pour éviter de provoquer les États-Unis, neutres, dont les citoyens ont déjà été pris entre deux feux. Sur le front occidental, les troupes françaises, britanniques et belges sont retranchées face aux Allemands, les deux camps étant piégés dans l'impasse sanglante de la guerre des tranchées. Sur le front Est, les Russes ont mis fin à leur longue retraite et stabilisé la ligne, mais leur armée a subi d'énormes pertes. Sur le front italien, les troupes italiennes ont lancé une série d'attaques coûteuses mais infructueuses contre les solides défenses austro-hongroises. Sur le front balkanique, les puissances centrales ont envahi la Serbie, dont l'armée est contrainte de faire une retraite amère à travers les montagnes albanaises. Aujourd'hui, le 5 janvier, les troupes austro-hongroises attaquent le Monténégro. Elles sont ralenties lors de la bataille de Mojkovac, mais 3 semaines plus tard, le Monténégro est contraint de se rendre. Sur le front du Caucase, les Russes lancent une offensive hivernale surprise contre les forces turques ottomanes. 6 semaines plus tard, les troupes russes occupent la ville d'Erzurum. En avril, ils s'emparent du port de Trébizonde sur la mer Noire. Pendant ce temps, les Britanniques transportent 2 bateaux à moteur vers le lac Tanganyika en Afrique. Ils arrivent finalement après un voyage de 16 000 km par mer et par terre et aident le Royaume-Uni à prendre le contrôle du lac stratégique aux mains des forces allemandes locales. Le même mois, au Cameroun allemand, les troupes allemandes, assiégées sur la montagne Mora depuis 18 mois, se rendent finalement aux Alliés. Cela marque la fin de la campagne du Cameroun. Sur le front occidental, les Allemands lancent un assaut dévastateur sur la ville-forteresse française de Verdun. Le général allemand Erich von Falkenhayn sait que la France défendra cette ville symbolique jusqu'au dernier homme. Son plan, selon ses propres mots, est de saigner la France à blanc pour sa défense. C'est la stratégie de l'attrition. Verdun devient l'une des batailles les plus terrifiantes de la guerre. Une machine à hacher, où les divisions d'infanterie sont détruites presque aussi vite qu'elles peuvent être introduites dans la ligne. Au Royaume-Uni, 1 million d'hommes se sont déjà portés volontaires pour le service militaire. Mais le gouvernement se rend compte que cela ne suffira pas, et le Royaume-Uni devient la dernière grande puissance à introduire la conscription. Ce printemps-là, sur le front occidental, les troupes britanniques sont les dernières à recevoir des casques d'acier. La nature de la guerre de tranchées produit une forte proportion de blessures à la tête. Le casque allemand Stahlhelm, le casque français Adrian et le casque britannique en acier Mark I offrent une protection limitée contre les éclats d'obus. Le Portugal neutre coopère avec les Britanniques, ce qui semble offrir la meilleure chance de conserver sa colonie africaine, l'Angola portugais. Le 9 mars, l'Allemagne riposte en déclarant la guerre au Portugal. Sur le front Est, la Russie lance une attaque près du lac Naroch pour soulager la pression sur les Français à Verdun. Mais c'est un désastre. Il y a 100 000 victimes russes et l'attaque ne parvient pas à détourner les troupes allemandes des combats à Verdun. À Dublin, les républicains irlandais lancent une révolte armée contre la domination britannique. Il est connu sous le nom d'insurrection de Pâques et est réprimé après 6 jours de combats de rue. Au Moyen-Orient, après un siège de 5 mois, les forces britanniques se rendent à Kout. Le général Townshend conduit 9000 soldats britanniques et indiens en captivité. Plus tard, environ la moitié d'entre eux meurent de faim
ou de maladies. Le Royaume-Uni veut le soutien des Arabes dans sa lutte contre l'Empire ottoman. C'est pourquoi il a promu aux dirigeants arabes un État arabe indépendant après la guerre. Mais ce jour-là, le Royaume-Uni et la France signent secrètement l'accord Sykes-Picot, prévoyant, après la guerre, de diviser le Moyen-Orient en zones de contrôle britannique et française. Ignorant cet accord, Hussein bin Ali, shérif de la Mecque, mène les Arabes dans la révolte contre la domination turque ottomane. Lors de la bataille de la Mecque, ses forces prennent le contrôle de la ville sainte. Sur le front italien, les forces austro-hongroises lancent une attaque surprise à Asiago. Les défenses italiennes cèdent, les troupes austro-hongroises sont sur le point de pénétrer dans le nord de l'Italie. Ce mois-là, en mer du Nord, la flotte de haute mer allemande affronte la grande flotte britannique lors de la bataille de Jutland. Dans la seule bataille navale majeure de la guerre, les Britanniques subissent des pertes plus lourdes, mais revendiquent la victoire. La flotte allemande se retire et ne réémerge pas de sa base pour le reste de la guerre. Pour l'été 1916, les Alliés ont prévu d'importantes offensives simultanées contre les puissances centrales depuis l'Est et l'Ouest. Aujourd'hui, ils sont plus que jamais nécessaires pour soulager la pression sur les Français à Verdun et sur les Italiens à Asiago. Les Russes lancent leur attaque les premiers. Sur le front Est, le général Alexei Broussilov a soigneusement entretenu l'élément de surprise. Ses troupes franchissent les lignes ennemies, avançant par endroits sur 96 km et faisant 200 000 prisonniers. Cette attaque russe, brillante mais coûteuse, atteint son objectif, puisque les puissances centrales sont obligées de redéployer leurs troupes d'autres fronts pour consolider la ligne. En mer, le croiseur britannique HMS Hampshire, en route vers la Russie, heurte une mine et coule au large des Orcades. Parmi les 650 morts figure l'emblématique secrétaire d'État britannique à la guerre, Lord Kitchener. 3 jours plus tard, dans l'Adriatique, le navire de transport de troupes italien Principe Umberto est coulé par un sous-marin allemand. C'est le naufrage le plus meurtrier de la guerre, avec 1900 morts. Sur le front occidental, le Royaume-Uni et la France lancent leur grande offensive estivale, la bataille de la Somme. Les espoirs sont grands d'une percée, mais le premier jour est un désastre. Un long bombardement d'artillerie alliée ne parvient pas à éliminer les défenses allemandes et des vagues d'infanterie britanniques sont abattues par les tirs de mitrailleuses alors qu'elles avancent dans le No Man's Land. En l'espace de quelques heures, les Britanniques subissent 57 000 victimes, dont un tiers de tués. C'est le pire jour de l'histoire de l'armée britannique. Mais de nouvelles attaques sont ordonnées et la bataille fera rage pendant encore 5 mois. Encouragée par l'avancée russe, la Roumanie rejoint les Alliés. Mais malgré une avancée initialement réussie en Transylvanie, la Roumanie fait rapidement face à une contre-offensive des forces allemandes, bulgares et austro-hongroises. Les forces alliées à Salonique tentent de soutenir la Roumanie en lançant leur propre offensive vers Monastir. Avec les troupes serbes en tête, les progrès sont modestes, mais la résistance bulgare acharnée empêche une percée. Sur le front occidental, le général von Falkenhayn annule finalement l'attaque de Verdun. L'armée française a honoré la promesse de son commandant, le général Nivelle. On ne passe pas. Mais la victoire a un prix terrible. 365 000 victimes. Les Allemands en perdent presque autant. Verdun reste l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire de l'humanité. Pour sa défaite à Verdun, Falkenhayn
est limogé et les héros allemands du front Est, von Hindenburg et Ludendorff, prennent le commandement à l'Ouest. Pendant ce temps, la bataille de la Somme continue. Près du village de Flers, les Britanniques introduisent une nouvelle arme qu'ils espèrent pouvoir débloquer les tranchées. On l'appelle le char. Mais malgré quelques petits succès, les premiers chars sont trop peu nombreux et trop sujets aux pannes mécaniques pour avoir un réel impact. Sur le front Est, l'offensive russe Brusilov touche à sa fin. Les estimations des pertes varient énormément, mais il est clair que les deux camps ont subi des pertes catastrophiques. Ni l'armée russe, ni l'armée austro-hongroise ne s'en remettent jamais complètement. Sur le front italien, de violents combats font rage tout au long de l'automne, alors que les forces italiennes lancent des assauts répétés et coûteux contre les positions austro-hongroises le long de la rivière Isonzo. La bataille de la Somme se termine sous la pluie et la boue d'automne. Les Alliés ont avancé de 16 km au prix de 600 000 victimes. Les pertes allemandes s'élèvent environ à 450 000 hommes. Les Alliés se rassurent. C'est une stratégie gagnante, car à ce rythme-là, l'Allemagne serait la première à manquer d'hommes. Pendant ce temps, le désastre engloutit la Roumanie, alors que le pays est envahi par les puissances centrales. Les forces roumaines subissent 250 000 de victimes. Les restes de son armée prennent position aux côtés des Russes sur le front Est. Cet hiver-là, François-Joseph, empereur d'Autriche depuis 1848, décède. Son fils Karl lui succède. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Herbert Asquith est contraint de quitter ses fonctions et David Lloyd George lui succède, tandis que le général Joffre est remplacé comme commandant en chef français par le général Nivelle, qui promet la victoire par une action audacieuse et agressive. Au milieu de toutes ces allées et venues, les tentatives de médiation du président américain Woodrow Wilson pour parvenir à un accord de paix n'aboutissent à rien. Aucune des deux parties n'est disposée à faire des concessions. En 1916, la Première Guerre mondiale se transforme en guerre d'usure. Les deux camps ont commencé à se concentrer moins sur la victoire sur le champ de bataille que sur l'écrasement de l'ennemi et le fait de lui infliger des pertes si énormes qu'il serait forcé de se rendre. En 1917, cette stratégie poussera les plus grandes puissances européennes au bord de l'effondrement. L'Allemagne sait qu'elle perdra une longue guerre d'usure contre les Alliés, qui disposent de plus grandes ressources. Ses dirigeants prennent donc à Paris. Ils reprennent la guerre sous-marine sans restriction, croyant que leurs sous-marins peuvent couper les importations alimentaires britanniques par voie maritime et affamer le pays jusqu'à ce qu'ils se rendent dans les 6 mois. Mais les nouvelles tactiques de tir à vue signifient que les navires américains neutres seront inévitablement pris entre deux feux, risquant ainsi que les États-Unis rejoignent la guerre aux côtés des Alliés. À peine 2 jours après le début de la campagne, le SS Housatonic, un bateau à vapeur américain transportant le blé de Galveston au Texas vers l'Angleterre, est coulé par un sous-marin. Les Britanniques transmettent alors au gouvernement américain un télégramme qu'ils ont intercepté du ministre allemand des Affaires étrangères Arthur Zimmermann à l'ambassadeur d'Allemagne au Mexique. L'Allemagne encourage le Mexique à attaquer les États-Unis si les États-Unis et l'Allemagne finissent par entrer en guerre. Le soi-disant télégramme Zimmermann exerce encore plus de pression sur le président américain Wilson pour qu'il déclare la guerre à l'Allemagne. En Russie, d'énormes pertes et des pénuries de pain conduisent à des émeutes et à la révolution. Le tsar abdique.
un gouvernement provisoire prend les commandes, s'engageant à poursuivre la guerre. Mais au front, les troupes russes commencent à déserter en masse. Après une série de provocations allemandes, les États-Unis déclarent finalement la guerre à l'Allemagne. Cela apporte d'immenses ressources à la cause alliée, mais il faudra plusieurs mois pour les mobiliser. Et le pari allemand d'une guerre sous-marine sans restriction pourrait encore s'avérer payant. Avril est le mois le plus réussi de la guerre pour les sous-marins. Il coule 886 000 tonnes de navires alliés, soit une moyenne de 17 navires par jour, tous remplis de nourriture et de fournitures d'urgence. Le Royaume-Uni sera confronté à la famine si les sous-marins ne sont pas bientôt vaincus. Sur le front occidental, les Britanniques lancent la bataille d'Arras, une diversion pour soutenir une offensive française majeure à venir. Après de violents combats, les troupes canadiennes s'emparent des hauteurs de la crête de Vimy. C'est une victoire alliée limitée, mais qui coûte 150 000 victimes alliées contre 130 000 allemandes. Au-dessus des tranchées, la première guerre aérienne a atteint de nouvelles dimensions de sophistication et de fragilité. Les avions de reconnaissance sont essentiels pour repérer les positions ennemies et diriger les tirs d'artillerie sur elles. Les avions de reconnaissance, ou chasseurs, tentent de les abattre avant qu'ils ne puissent exécuter leur mission. De nouveaux modèles d'avions sont développés tous les quelques mois. Mais ce printemps-là, la supériorité des avions allemands entraîne de lourdes pertes alliées lors de ce qui est désormais connu sous le nom d'Avril sanglant. Trois jours après la chute de la crête de Vimy, le général français Robert Nivelle lance sa principale offensive. Les attentes sont grandes. Mais après un premier succès, l'avancée s'enlise et les pertes augmentent rapidement des deux côtés. Les pertes apparemment insensées provoquent l'effondrement du moral de l'armée française. Des unités entières se mutinent, refusant d'attaquer. Le général Nivelle est limogé de son poste de commandant en chef français et remplacé par le général Pétain, héros de Verdun, qui promet de ne plus entreprendre d'attentats suicidaires. Cet été-là, sur la crête de Messine, les Britanniques creusent un tunnel sous les lignes allemandes et font exploser 19 énormes mines sous la position ennemie. Il s'agit de la plus grande explosion artificielle de l'histoire à ce jour, et elle ouvre la voie à une victoire britannique brillante, mais très localisée. En Grèce, le roi Constantin, partisan de la neutralité, est contraint d'abdiquer et la Grèce rejoint les Alliés. Le gouvernement provisoire russe ordonne une nouvelle attaque, mais l'offensive de juillet est un désastre. Le moral et la discipline de l'armée russe se sont effondrés. On ne peut plus compter sur elle pour combattre, et la contre-attaque des puissances centrales ne rencontre pratiquement aucune opposition. En mer, les Alliés commencent à regrouper leurs navires marchands en convoi, qui naviguent sous escorte navale. Le nouveau système entraîne une baisse constante des pertes. Le vent tourne dans la guerre des sous-marins. Alors que le mécontentement à l'égard de la guerre grandit en Allemagne, le Parlement allemand, le Reichstag, adopte une résolution de paix appelant à une paix de compréhension et de réconciliation. Elle est ignorée par le haut commandement allemand, qui dirige désormais le pays comme une dictature militaire. En Belgique, les Britanniques lancent leur grande offensive de 1917, la troisième bataille d'Ypres. On se souviendra d'elle sous le nom de Passchendaele.
Les bombardements intenses, la pluie et les canaux d'irrigation détruits transforment le champ de bataille en une mer de boue. Dans ces conditions impossibles, tous les espoirs de percer s'évanouissent rapidement. L'attaque est annulée au bout de 3 mois, date à laquelle les Britanniques ont subi 240 000 victimes, les Allemands 200 000. Sur le front italien, lors de la 11e bataille de l'Isonzo, les forces italiennes et austro-hongroises s'affrontent jusqu'à l'épuisement. Il y a 150 000 victimes italiennes, 100 000 austro-hongroises. Cette année-là, 1917, la liste des nations alliées s'allonge. Le Brésil, le Libéria, la Chine et le Siam déclarent tous la guerre à l'Allemagne à la suite d'attaques de sous-marins allemands ou pour s'attirer les faveurs des Alliés. La Chine fournira plusieurs milliers de travailleurs œuvrant pour les Alliés en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Cette année-là, au Moyen-Orient, les forces britanniques vengent leur humiliation de 1916 à Kout en battant les Turcs ottomans et en marchant pour occuper Bagdad. Les forces britanniques en Égypte avancent à travers le désert du Sinaï, mais sont repoussées par les forces ottomanes lors des premières et deuxièmes batailles de Gaza. En juillet, les rebelles arabes s'emparent du port stratégique ottoman d'Aqaba. Ils sont accompagnés d'un conseil militaire britannique, le capitaine T.E. Lawrence, mieux connu sous le nom de Lawrence d'Arabie. Cet automne-là, le ministre britannique des Affaires étrangères, Arthur Balfour, publie la déclaration Balfour, exprimant son soutien à la création d'un foyer national pour les Juifs de Palestine. L'objectif est de rallier le soutien des Juifs aux Alliés, mais la déclaration contredit les engagements existants envers les dirigeants arabes. En octobre, les Britanniques gagnent finalement à Gaza, ouvrant ainsi la voie à une avancée en Palestine. 6 semaines plus tard, le général Allenby mène les troupes britanniques à Jérusalem, mettant ainsi fin à 400 ans de domination ottomane. Les forces russes étant en désarroi, l'Allemagne est en mesure de déplacer ses troupes de l'Est vers le front italien. Lors de la bataille de Caporetto, elle contribue à écraser l'armée italienne, avançant de 112 km et faisant 250 000 de prisonniers. Les divisions britanniques et françaises, désespérément nécessaires sur le front occidental, doivent être redéployées pour consolider la ligne. En Russie, une seconde révolution amène au pouvoir le parti bolchevique de Lénine. Il est déterminé à mettre fin à l'application de la Russie dans la guerre. En France, Georges Clemenceau devient Premier ministre. Surnommé le Tigre, il promet une guerre totale et une victoire totale. Mais pour les Alliés, fin 1917, la victoire finale semble incertaine. La Russie a arrêté les combats. Les armées françaises se remettent d'une mutinerie. Le front italien s'est presque effondré. Et les renforts américains semblent encore loin. Pour l'heure, les Britanniques sont la seule force alliée efficace sur le terrain. Les Britanniques attaquent alors à Cambrai avec le premier assaut de chars majeur de l'histoire. Le premier jour, près de 400 chars avancent de plusieurs kilomètres à travers les défenses allemandes. Mais ensuite, les chars tombent en panne ou sont détruits. Les Allemands précipitent des renforts et les gains sont perdus.
la Finlande déclare son indépendance de la Russie. La Roumanie, isolée par l'effondrement russe, signe un armistice avec des puissances centrales. 6 jours plus tard, la Russie signe également un armistice. Le front oriental allié n'existe plus. 1917 a vu une puissance alliée majeure, la Russie, éliminée de la guerre. Mais avec l'arrivée d'un nouvel allié, les États-Unis. L'Allemagne sait que seule une victoire militaire peut désormais l'empêcher d'être submergée par les ressources alliées et commence à planifier une dernière attaque massive pour le printemps 1918. « 1918. Après 3 ans et demi de guerre, les Alliés sont en crise. La Russie était secouée par la Révolution et son nouveau gouvernement bolchevique a signé un armistice avec les puissances centrales. Des milliers de soldats allemands seront libérés pour combattre sur le front occidental, où le carnage de la guerre des tranchées a déjà coûté la vie à plus d'1 million de personnes. Mais l'Allemagne est également désespérée. Le long blocus naval du Royaume-Uni a conduit à des pénuries et à des troubles sociaux dans le pays, tandis que l'entrée en guerre des États-Unis apporte des effectifs frais et de vastes ressources à la cause alliée. L'Allemagne risque une défaite inévitable, à moins qu'elle ne remporte une victoire rapide sur le front occidental. Le président américain Wilson annonce ses 14 points. Il expose sa vision d'un monde d'après-guerre, comprenant la fin des traités secrets, une réduction de la taille des forces armées, l'autodétermination du peuple de l'Empire austro-hongrois et une organisation internationale chargée de régler les futurs différends. Mais la plupart des dirigeants européens considèrent ces idées comme chimériques. À Brest-Litovsk, la Russie bolchevique signe un traité de paix avec les puissances centrales. La Russie cède de vastes territoires en échange de la paix. 1 demi-million de soldats allemands peuvent désormais être redéployés de l'Est vers le front occidental, où le général allemand Erich Ludendorff prévoit une offensive totale et ultime pour gagner la guerre. L'offensive du printemps de Ludendorff prend les Alliés par surprise. Les Stormtroopers allemands, utilisant de nouvelles tactiques d'infiltration, contribuent à submerger la 5e armée britannique, qui est bientôt en pleine retraite. L'avancée allemande menace de diviser les armées britanniques et françaises, avec des conséquences désastreuses. Le général français Ferdinand Foch est donc nommé commandant suprême des forces alliées pour coordonner la stratégie. Aux abords d'Amiens, les troupes britanniques et australiennes improvisent une défense et stoppent finalement l'avancée allemande. L'offensive allemande bascule vers le nord, visant les ports de la Manche. Mais les Britanniques infligent de lourdes pertes aux Allemands et empêchent une percée. Au-dessus des tranchées, la première guerre aérienne continue de s'intensifier. Chaque camp dispose désormais de plus de 3000 avions en service sur le front occidental. Mais dès 1918, les Alliés ont acquis la supériorité aérienne grâce à des ressources plus importantes. Le 21 avril, le plus célèbre pilote allemand, Manfred von Richthofen, le Baron Rouge, est abattu près d'Amiens. Après 80 victoires, il est l'as le plus performant de la guerre et est enterré par les Alliés avec tous les honneurs militaires. La nouvelle force de bombardement indépendante britannique lance un raid de jour contre Cologne. Cela marque le début de la propre campagne de bombardement stratégique
du Royaume-Uni. Au sol, l'offensive de Ludendorff bascule vers le sud, visant les Français. Les troupes allemandes avancent de 48 km, mais sont arrêtées à la Marne, juste au moment où de nouvelles divisions américaines entrent en ligne. La première division américaine est la première à assister au combat lors de la bataille de Cantigny. 3 jours plus tard, la deuxième division américaine remporte la victoire à la bataille du Bois-Belleau. Il y a désormais près d'1 million de soldats américains en France et 10 000 supplémentaires arrivent chaque jour. La quatrième phase de l'offensive allemande conduit à une avance de 15 km, mais est finalement stoppée par une contre-attaque française. L'Autriche-Hongrie lance une attaque à Asiago et sur la rivière Piave pour soutenir l'offensive de Ludendorff en France. Mais elle est repoussée avec de lourdes pertes et le moral de l'armée austro-hongroise s'effondre. Les troupes britanniques et françaises débarquent à Mourmansk, dans le nord de la Russie. C'est le début de l'intervention alliée dans la guerre civile russe, aux côtés des forces dites blanches ou anti-bolcheviques. Sur le front occidental, l'attaque finale des Allemands est vaincue lors de la deuxième bataille de la Marne. L'offensive de Ludendorff a coûté aux Allemands plus de 600 000 victimes et n'a pas réussi à réaliser une percée décisive. Le dernier pari de l'Allemagne a échoué. Les Alliés passent désormais à l'attaque. Lors de la bataille d'Amiens, les troupes britanniques, australiennes, canadiennes et françaises, appuyées par des chars et des avions, avancent de 11 km en une seule journée. Le général Ludendorff appelle le 8 août le jour noir de l'armée allemande. Les troupes allemandes sont épuisées, affamées et démoralisées, et commencent à se rendre par milliers. La bataille d'Amiens marque le début de l'offensive des 100 jours des Alliés. La guerre des tranchées est terminée. Les Allemands sont en pleine retraite. Dans les Balkans, une nouvelle offensive alliée à Dobropolije perce les positions bulgares. L'armée bulgare, surchargée, s'effondre et 2 semaines plus tard, la Bulgarie signe un armistice. Au Moyen-Orient, les forces dirigées par les Britanniques battent les Turcs à la bataille de Medigo, faisant 25 000 prisonniers. Les troupes alliées occupent bientôt Damas et Alep. Sur le front occidental, le maréchal Foch ordonne une attaque générale. Les armées britanniques, françaises et américaines atteignent la ligne Hindenburg, une ligne de défense allemande renforcée, et la franchissent. Ludendorff informe le Kaiser que la situation militaire est désespérée et que l'Allemagne doit demander un armistice. L'Allemagne adresse une demande au président américain Woodrow Wilson qui, en retour, exige le retrait allemand de tous les territoires occupés et l'abdication du Kaiser. Sur le front italien, les Alliés portent le coup final à l'Autriche-Hongrie lors de la bataille de Vittorio Veneto. L'armée austro-hongroise se désintègre et 300 000 prisonniers sont faits. Alors que les puissances centrales sont menacées d'effondrement, l'Empire ottoman signe un armistice avec les Alliés à Mudros. 4 jours plus tard, l'Autriche-Hongrie signe un armistice avec les Alliés à Villa Giusti. À Kiel, la flotte allemande de haute mer
reçoit l'ordre de lancer une attaque suicidaire contre la marine britannique, mais elle se mutine. La révolution se propage à travers l'Allemagne. Le Kaiser abdique et une république allemande est proclamée. Le 11 novembre 1918, une délégation allemande signe l'armistice avec les Alliés à bord du wagon du maréchal Foch à Compiègne. Elle entre en vigueur à 11h, mais les combats se poursuivent jusqu'au dernier moment. Le soldat américain Henry Gunther est tué en chargeant une mitrailleuse allemande à 10h59. Il est considéré comme le dernier soldat tué pendant la Première Guerre mondiale. 3 jours plus tard, en Afrique de l'Est, le général allemand von Lettow-Vorbeck rend son armée sur la rivière Chambézy. Pendant 4 ans, il a immobilisé un grand nombre de troupes alliées, restant invaincu tout en étant coupé de chez lui. Il est toujours considéré comme l'un des plus grands chefs de guérilla de l'histoire. La conférence de paix de Paris s'ouvre au château de Versailles, juste à l'extérieur de la capitale française. Les délégués acceptent une proposition visant à créer une société des nations pour régler les futurs différends internationaux. Le traité de Versailles, signé en juin, impose des conditions sévères à l'Allemagne. Son armée est limitée en taille, elle doit payer des réparations de guerre aux Alliés, elle perd des territoires au profit de ses voisins et ses colonies sont saisies par les vainqueurs. L'Allemagne doit également accepter la responsabilité de la guerre dans le cadre d'une clause de culpabilité de guerre, une source de ressentiment durable en Allemagne. Les frontières de l'Europe sont dessinées. La Pologne réapparaît après 100 ans de domination étrangère. Tandis que l'Autriche, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et une Roumanie élargie émergent des cendres de l'Empire austro-hongrois. L'Empire ottoman est démantelé. De nouveaux États, pour la plupart sous contrôle européen, sont créés au Moyen-Orient. Ici, comme en Europe, les germes d'un conflit futur sont semés. En Extrême-Orient, les anciennes possessions allemandes en Chine sont cédées au Japon, au grand scandale de la Chine. La Première Guerre mondiale a coûté la vie à 9,5 millions de soldats, soit 1 sur 8 ayant combattu. 21 millions d'autres ont été blessés. 7 millions de civils ont également perdu la vie. De vastes régions d'Europe ont été ravagées. Les anciens empires ont disparu, de nouveaux États sont nés. Des vies à travers le monde ont été transformées. Le monde n'a plus jamais été le même.